Cette semaine, dans l'actualité de votre région. Un medley d'actualités qui débute avec l'annonce des lauréats du programme TRACE du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, suivi du bilan de l'année pour la coalition Avenir Québec avec la députée de la circonscription de Châteauguay, Maribel Gendron. Et finalement, une rencontre avec CDC Roussillon et Comité Logement Rive-Sud au cœur d'une mobilisation citoyenne pour répondre à la crise du logement. Bienvenue à Babillard. L'initiative TRACE en est à sa 7e année, donc cette année. Donc, on est très fiers de pouvoir présenter 6 artistes de la relève qui vont vraiment bénéficier de tout un programme d'accompagnement, que ce soit par l'accompagnement par une commissaire professionnelle pour la réalisation d'une première exposition solo dans des lieux professionnels, accompagnement individuel également, formation de groupe, une bourse de 650 $ et bien sûr la présentation et la promotion de leur exposition qui sera lors de la semaine de la relève en mars prochain. Donc, on est vraiment très fiers de ce programme-là. On a tout un processus rigoureux de sélection avec les lieux de diffusion et aujourd'hui, on est vraiment très fiers de vous annoncer nos 6 lauréats. Donc, on aura encore une très belle cuvée cette année avec nos 6 lieux de diffusion. En fait, bien, on trouve que les enjeux de la relève, c'est vraiment important. Souvent, on parle des artistes professionnels ou de l'artiste amateur, mais cette zone-là où on est un peu en transition, est-ce qu'on fait le saut? Comment? On trouve ça vraiment important. Et puis, c'est un projet à l'époque qui était né de la conférence régionale des élus, mais le Conseil des arts a décidé de le reprendre et de maintenir aussi cette cohésion-là avec les autres MRC, les autres territoires. Nos voisins, en fait, ça nous crée un beau partenariat entre MRC. On est 3 MRC maintenant qui participent à TRACE. Donc, pour nous, c'est vraiment important de le faire en groupe et d'offrir aux artistes aussi cette possibilité-là de rayonner au niveau régional parce que à partir de maintenant, c'est un groupe de 6 qui se tient, qui va présenter, qui sont dans la même aventure. Alors, pour nous, c'est vraiment important d'avoir cette belle vision-là régionale. Je suis Émilie Léger, commissaire TRACE, co-directrice des services éducatifs et co-commissaire aux expositions en arts visuels au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges avec ma collègue Chantal Séguin qui est ici. Et j'ai l'honneur de vous faire l'annonce aujourd'hui des lauréats et lauréates. Le pavillon Wilson de la ville de Coteau-du-Lac accueillera l'artiste Jacinthe Durand de la ville de Saint-Zotique. Jacinthe est une artiste multidisciplinaire dont la démarche s'appuie fortement sur un cheminement et des intérêts diversifiés touchant notamment le graphisme, la typographie, l'histoire de l'art et les arts visuels. Nous avons hâte de découvrir son riche univers à la croisée des mots et des images. Félicitations! Le Musée de Société des Deux-Rives accueillera l'artiste Ghislaine Payan de la ville de Salaberry de Valleyfield. Ghislaine met au cœur de sa démarche artistique ses préoccupations environnementales, humaines et sociales. À travers l'exploration de différentes techniques et médiums, dont le collage, elle appelle le spectateur à visionner son œuvre à différents niveaux. C'est beau, ça, hein? Félicitations! Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges accueillera l'artiste Stéphane Falardeau de la ville de Vaudreuil-Dorion. Stéphane Falardeau est un artiste très connecté avec les matières organiques et matérielles, utilisant notamment des pierres et divers éléments recyclés dans ses œuvres sculpturales. Nous avons très hâte de permettre au public de connaître sa démarche artistique et ses univers riches en histoire. La Maison Le Pailleur accueillera l'artiste Marie-Pierre Gamache de la ville de Châteauguay. Marie-Pierre présente une démarche fortement introspective et intuitive. Par le biais de sa pratique artistique, elle explore l'inconscient et l'émotion à travers le geste et l'utilisation de textures. Nous avons bien hâte de voir la gamme d'émotions qu'elle nous fera vivre à travers ses œuvres. Félicitations, Marie-Pierre. Bienvenue. La Maison Tressler accueillera l'artiste Annika Diel de la ville de Notre-Dame de l'Île-Perrot. Annika a au cœur de sa démarche artistique le désir de connecter avec autrui. À travers la peinture, on ressent son attachement au récit, au conte et au folklore. Cet aspect très humain de sa démarche et de sa pratique artistique rejoignent intimement sa vocation d'enseignante. Annika donnant des cours d'art à divers publics, juste ici à côté. Oui, c'est ça. Toutes nos félicitations. Bienvenue.
Le Centre d'artistes Gueulard accueillera l'artiste Jean-Philippe Vachon de la ville de Mercier. La démarche artistique de Jean-Philippe s'appuie fortement sur un intérêt marqué pour le domaine cinématographique, particulièrement pour le cinéma expérimental. Le cinéma étant intimement lié aux arts visuels, Jean-Philippe démontre un grand intérêt pour la représentation de références issues de ces domaines. Félicitations. Bienvenue. Je suis particulièrement fier que la MRC du Roussillon participe. Cette initiative témoigne de notre engagement envers les talents artistiques émergents de notre région. Elle nous tient à cœur car elle nous permet de soutenir activement l'essor des artistes locaux tout en enrichissant notre patrimoine culturel. Trace, c'est bien plus qu'une plateforme de diffusion. C'est un véritable tremplin, une opportunité qui arrive à un moment clé dans la carrière des artistes. Ce programme leur offre un espace professionnel pour exposer leur travail, mais aussi un accompagnement essentiel pour franchir une nouvelle étape dans leur parcours. L'an dernier, j'ai eu la chance d'assister aux expositions des récipiendaires et j'ai été profondément impressionné par le talent que nous avons ici, chez nous. C'est particulièrement inspirant de voir la passion et la créativité se dégager des œuvres présentées. Je tiens à remercier chaleureusement le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges pour leur leadership dans ce programme. Nous sommes également ravis d'accueillir la ville de Valleyfield, je suis le deuxième à le dire, des petits nouveaux, mais nous autres aussi, ça fait pas longtemps qu'on est nouveaux, mais c'est quand même un beau partenariat. On est très heureux de plus en plus de villes et de MRC qui se joignent à ce mouvement-là parce que c'est important dans la culture. Grâce à cette expansion, davantage d'artistes et de lieux culturels peuvent profiter de cette belle initiative et ça veut aussi dire encore plus de rayonnement pour la créativité dans notre région. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans la collaboration de nos précieux lieux de diffusion, dans notre cas le Gueulard de Saint-Isidore et la Maison Le Pailleur de Châteauguay. Nous remercions sincèrement tous les acteurs pour leur rôle, leur précieuse implication. Nous avons hâte de découvrir les expositions à venir et de rencontrer les artistes qui, par leur talent et leur vision, contribueront à façonner la culture de demain. À toutes et à tous, merci de soutenir cette initiative et de faire vivre l'art dans notre communauté. Ensemble, continuons à encourager la relève et à célébrer l'immense richesse de notre patrimoine culturel. Merci à tous. Ils vont faire des vernissages à partir de la mi-mars. Ça va se dérouler sur 2 semaines. Donc, on va communiquer tout ça là, dans les médias à partir de janvier, février 2025. Alors, les gens sont vraiment invités à venir découvrir les artistes qui vont présenter leur travail dans nos 6 lieux. Pour la grande première de Babillard, nous avons débuté la saison en compagnie de Marie-Belle Gendron, députée de la circonscription de Châteauguay. Pour clôturer la saison, nous sommes allés la rencontrer à nouveau pour faire un résumé des projets de la Coalition Avenir Québec ainsi qu'un bilan d'une année mouvementée pour le parti. Honnêtement, je pense pas que rien peut préparer un député à être député, tu sais. Puis j'avais posé beaucoup de questions à des élus que je connais. Donc, on m'avait parlé, tu sais, mais quand tu arrives dans le vif du sujet, quand tu arrives là, puis tu es maintenant député, bien, c'est là que je pense que tu comprends très bien comment ça se passe. Mais au contraire, aucune désillusion. J'ai été agréablement surpris de plusieurs choses, entre autres du travail d'équipe qui est fait, du travail aussi avec les oppositions. Ce qu'on voit au Salon bleu, mais maintenant le Salon rouge, en fait, ça ne reflète pas le travail qui est fait à Québec, malheureusement, mais le travail transpartisan qui est fait dans les commissions et tout ça, je suis agréablement surprise, mais surtout de représenter Châteauguay. Tu sais, quand je vais à l'épicerie, quand je vais me promener, je trouve ça vraiment le fun d'entendre ce que les gens ont à me dire, puis de porter leur voix à Québec. Fait que pour moi, là, c'est encore plus... je pense que c'est au-delà des attentes. Ce qu'on vit au Salon rouge en ce moment, tu fais l'analogie avec une game de hockey, c'est un petit peu ça. Donc, tu sais, des fois, on est là, « Hey, c'était une bonne, il y en a, il a réussi à le coincer, puis tout ça. » Fait que oui, il y a l'aspect, oui, d'opposition, puis les oppositions ont un travail à faire, le gouvernement a un travail à faire. Mais quand on sort de là, puis on se met à travailler ensemble, pour vrai, c'est là que tout prend son sens. Puis c'est correct aussi d'avoir des oppositions. Je l'ai souvent dit, je pense que quand on regarde toujours dans le même...
dans la même direction sans se questionner, bien, je pense qu'on ne peut pas avancer aussi vite. Donc, c'est sûr que ce travail-là qui est fait à Québec est super important, mais comme vous l'avez mentionné, en effet, là, souvent, c'est une bonne poignée de main, puis on va aussi en mission interparlementaire avec les oppositions, puis c'est vraiment agréable. Fait que, tu sais, en toute honnêteté, c'est un beau travail d'équipe qui se fait. J'ai donné 3 médailles cette année. Je suis vraiment, vraiment contente. Il y a entre autres Mme Linda Gervais du RIAPAS qui fait quotidiennement là, tellement dans la vie des gens qui sont démunis. Ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, Linda, elle est venue à Québec recevoir sa médaille. Donc, ça, j'en suis très fière. Puis c'est pour souligner le beau travail qu'elle fait, là. Tu sais, peu importe, en fait, dans quel domaine on travaille ou pourquoi on travaille, je trouve que ce don de soi qu'on fait, comme Linda Gervais a fait, bien, ça vaut la peine d'être félicité. Ensuite de ça, il y avait aussi Sylvain Poisson, que vous connaissez sûrement, qui est en fait en charge du 24 heures. Qui a été super impliqué aussi par la Marche du cancer. Donc, j'ai eu l'honneur aussi de lui remettre une médaille des députés. Et finalement, oui, M. François Giguère, qui a énormément donné pour toute la communauté, qui malheureusement est décédé depuis. Au moment que j'ai remis la médaille, M. Giguère était toujours en vie. Malheureusement, il est décédé quelques jours plus tard. Mais c'est une grande fierté d'avoir eu le temps et la chance aussi de lui offrir la médaille de l'Assemblée nationale. En fait, le processus, c'est vraiment à la discrétion du député qui remet une médaille. Donc, moi, ce qu'on fait, c'est qu'on peut remettre une médaille une fois à une personne à vie. Donc, il faut s'assurer, bon, de un, que la personne qu'on veut souligner le travail ou l'implication n'a jamais reçu de médaille. Puis par la suite, bien, règle générale, nous invitons justement les médaillés à venir à Québec. Donc, une remise officielle qui se fait dans mon bureau. Normalement, j'invite aussi le ministre qui est rattaché souvent à la mission de la personne. Donc, on fait ça. Puis après, au Salon Rouge, j'effectue une minute de député. Là, donc, en son honneur, je me lève, je fais une allocution pour la personne qui est là. Malheureusement, dans le cas de M. Giguère, il n'a pas pu venir à Québec, mais dans tous les cas, l'important, c'est qu'il a su qu'il y avait une belle reconnaissance pour lui. Le corridor vert Châteauguay-Léry, c'est pas un sujet simple. Et oui, ça fait des décennies qu'on en parle, mais on a des gains petit à petit. En fait, c'est des terrains qui appartiennent à des gens au privé qu'on veut en fait rendre protégés. L'enjeu, c'est qu'il y a des montants que le gouvernement a donnés par la communauté métropolitaine de Montréal, des gros montants provinciaux, et là, il y a des montants aussi fédéraux qui ont été annoncés. Et puis même la ville de Châteauguay, la ville de Léry, ils mettent de leur sien aussi. Ce qui se passe, c'est que les propriétaires, en fait, veulent vendre, mais à un coût très dispendieux. Fait que ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on négocie avec ces propriétaires-là. Puis il y a eu des avancées là, cette année, plus qu'il y en a eu énormément. Beaucoup de propriétaires ont descendu leur prix, ont décidé de vendre pour s'assurer justement de la protection de ces terres-là. Donc, il reste encore des dossiers à voir. Il en reste d'autres propriétaires encore. Par contre, ça se passe bien. Mais ces genres de projets-là, c'est des projets qui sont longs à faire. Le corridor vert Châteauguay-Léry, c'est extrêmement précieux pour nous autres. C'est précieux pour la circonscription de Châteauguay, mais c'est précieux pour Montréal, c'est précieux aussi pour toute la couronne sud. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces espaces-là, bien, on doit les protéger, mais il y a des coûts rattachés aussi à ça. Héritage Saint-Bernard font un travail extraordinaire. Je suis en constante communication avec Marie-Hélène. Donc, moi, c'est un sujet que j'adore aborder, mais c'est un sujet surtout super important. Puis ça permet à notre monde aussi d'avoir accès à la nature. La bonne nouvelle, c'est qu'on avance toujours. Puis bientôt, là, je pense qu'on a déjà près de 1000 hectares de protégés. Puis, il y en a d'autres à suivre. Donc, c'est que des bonnes nouvelles dans ce dossier-là. Mais oui, ça avance tranquillement. On va aussi au rythme des propriétaires des terrains. LPP, en fait, ça avance rapidement, ça avance bien. On planifie une ouverture pour janvier 2026. Puis, c'est sûr qu'il y a eu des dépassements de coûts. Vous savez, la réalité aujourd'hui, c'est que
Quand on est en construction, il y a la main-d'œuvre, il y a les matériaux, tout ça. Il y a eu des dépassements de coûts de l'ordre de 88 millions. C'est énorme. Il y a eu une rencontre qui a été faite et tout ça, puis on a réussi justement à aller chercher ce montant-là pour s'assurer de bien finir et non de finir rapidement LPP. Fait que ça, c'est une très belle nouvelle. Puis d'accueillir les enfants, bien, je pense pas que ce soit en janvier 2026. Malheureusement, ça sera en septembre 2026 que les enfants rentreront, mais c'est déjà, si vous passez voir, là, c'est déjà incroyable d'avoir une polyvalente d'une telle envergure et la seule au Québec là, en ce moment. Là. Donc, très fière d'avoir ça chez nous. Puis juste de l'autre côté, il y a l'hôpital aussi qu'on a investi énormément. En fait, c'est qu'on a rajouté tout un pavillon d'urgence. En janvier 2025, ça va être ouvert, donc on va pouvoir utiliser ces espaces-là. C'est vraiment pour maximiser l'urgence, pour optimiser aussi le service aux citoyens. Donc ça, c'est un autre très belle nouvelle, puis c'est des investissements majeurs aussi là, qui sont faits chez nous. Tu sais, c'est ça, je suis très fière de ça. Ouais. Le complexe aquatique à Châteauguay, vous le savez, là, le Polydium, moi je suis allée là, mes enfants, tout le monde est allé au Polydium. Le fait qu'il soit plus là, qu'il soit démantelé pour la sécurité, bien sûr, bien ça a été une grosse perte, je pense, pour la communauté. Puis là, le fait que ça lève de terre, le gouvernement a investi 11 millions là-dedans, mais la ville aussi de Châteauguay, la Régie Beauchâteau, c'est extraordinaire d'avoir ça. On va avoir une piscine, un parc aquatique. Moi, je trouve ça, il était temps. Ça a peut-être pris trop de temps, mais là, je vous avoue que c'est une grande fierté d'avoir ça qui lève de terre. Là, on le voit monter, puis c'est bien, je trouve ça vraiment le fun. Puis sans compter le sport-études aussi, là, qui était transféré, mais oui, puis il y a des besoins. C'est important qu'on apprenne à nos jeunes comment nager. Je pense que c'est une sécurité qu'on s'offre aussi en montrant aux jeunes comment nager. Puis d'un autre côté, c'est une activité aussi incroyable pour la famille, les plus jeunes comme les plus vieux, là. Je me trouve à être sur la commission spéciale d'utilisation des écrans chez les jeunes. J'ai fait le tour du Québec pour aller rencontrer aussi les jeunes, mais aussi en commission à Québec. Puis c'est surprenant ce qu'on peut y apprendre. Par contre, ce qu'on veut faire, l'Australie, au départ, était à 21 ans. Là, ils ont reculé à 16 ans pour empêcher les écrans chez les jeunes. On ne veut pas prendre une décision pour devoir reculer. On s'en va pas. Pour l'instant, il n'y a rien qui est certain qu'on va faire. En fait, on est à recueillir des données présentement. En faisant le tour de toutes les écoles, on est même venu à Châteauguay rencontrer des élèves. On a fait des tours de la communauté anglophone, des écoles francophones, des écoles avec des familles plus démunies. On a fait des communautés autochtones aussi. Donc, c'est qu'on se rend compte que c'est tous les jeunes, 99 bien, sont quand même à un certain niveau dépendants de leurs écrans et de plus en plus jeunes. Donc, tu sais, l'idéal, c'est quand on est jeune, de 0 à 5 ans, c'est pas de tablette, pas d'écran. Plus vieux, bien, on se questionne. Est-ce qu'on devrait, par hasard, faire une espèce de... comme un guide alimentaire. Est-ce qu'on devrait faire un guide des écrans pour aider les parents? Parce qu'on se rend compte que les parents ne sont pas très au courant. Même moi, là, je me cache pas, je ne suis pas au courant de tout ce que mes jeunes font sur leurs écrans. Mais ce qu'on voit aussi qui est encore plus surprenant, c'est que la majorité des jeunes disent qu'ils trouvent que leurs parents passent trop de temps sur les écrans également. Ce qu'on voit aussi, c'est que ceux de 6e année disent qu'on devrait l'interdire chez les plus jeunes. Ceux du secondaire disent qu'on devrait l'interdire au primaire. Puis en quelque part, nous, les adultes, on se dit qu'on devrait l'interdire chez les jeunes. Mais je pense qu'il faut aussi se questionner sur notre utilisation. Je pense pas qu'on veut aller dans la vie des gens chez eux puis d'interdire. Par contre, de conscientiser, c'est déjà un gros travail. Il ne faut pas se tromper. Par exemple, les écrans, oui, il y a du moins bon contenu qui devient dépendant, mais c'est également la source principale d'information chez la majorité des gens aujourd'hui. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, je pense qu'on est à voir ça. On recommence d'autres consultations à Québec. On a parlé à des spécialistes, puis ça va de A à Z, là. Donc, 100 il n'y a aucun problème avec les écrans, il faut complètement interdire jusqu'à 21 ans. Mais je pense qu'à la lumière de toutes les conversations et des rencontres qu'on a eues, la commission, on va être en mesure de faire un beau rapport puis qui va mettre en lumière justement les problématiques principales. Mais en effet, c'est pas un sujet facile, mais ça ne sera pas une solution évidente non plus, là. Donc, je pense qu'il faut déjà là un pas vers l'avant. On a interdit le cellulaire en classe, sauf si le professeur il veut l'utiliser pour des jeux ou des choses comme ça, c'est déjà une première étape. Puis je pense que c'est une mesure qui est appréciée de tous. Donc, on continue dans ce sens-là, puis on est à l'écoute. C'est pour ça qu'on est allé sur le terrain et qu'on a fait beaucoup de consultations.
La Maison des aînés, en fait, c'est un milieu de vie, là, autant pour les personnes aînées que des personnes souvent polyhandicapées. Il y a des jeunes qui sont là aussi à la Maison des aînés, qui vont à l'école Brenda Milner. Il y a des personnes âgées qui sont très heureux d'être là. C'est un milieu de vie. La population vieillissante, c'est une offre qu'on donne aussi à la population au CISMO. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de prendre soin aussi de nos aînés. Puis si vous avez eu la chance de visiter, c'est vraiment... la famille se sent les bienvenus. Les gens peuvent rentrer, aller cuisiner pour les personnes âgées. Ça a un aspect très humain, très familial. Par contre, je peux dire que pour avoir visité énormément de CHSLD ici, le personnel est extraordinaire. Vous savez, c'est beau avoir des beaux murs, là, mais les équipes qui travaillent là sont extraordinaires puis ils prennent soin de nos personnes âgées. Fait que, oui, la Maison des aînés, c'est un projet extraordinaire, c'est un gros investissement, c'est certain, mais ça fait aussi vivre ce coin de Châteauguay-là qui était un peu moins densifié. Maintenant, on voit, bon, il y a Josette Lachance, il y a plusieurs autres logements qui ont levé de terre dans cette portion-là de Châteauguay. Donc, oui, ça reste un des projets très importants de notre région, là, ici. Oui, je pense qu'il faut investir aussi, mais aussi dans de la qualité qui va perdurer. Tu sais, si on construit des logements qui sont, oui, pas de bonne qualité, bien nécessairement, dans 50 ans, ça va être fini, ces logements-là. Fait qu'à un moment donné, il faut investir dans de la qualité aussi pour que ça perdure, mais aussi pour une belle qualité de vie puis que ça soit bâti solide, là, tu sais. Puis aujourd'hui, avec les enjeux aussi systémiques, ça a l'air un peu anodin, mais c'est une réalité, tu sais. Il faut construire en fonction de ça. C'est une fierté de rentrer dans un logement puis que ce soit beau, que ce soit propre. Donc, je pense que c'est, comme Josette Lachance, que c'est des beaux logements à prix, pour les gens plus démunis. En fait, je trouve ça extraordinaire qu'ils puissent avoir un bel environnement qui rentre et qui sont fiers pour une fois de rentrer. Fait que oui, c'est important, mais ça reste qu'on a quand même des très beaux bâtiments à Châteauguay qui sont plus âgés. Quand je dis Châteauguay, je dis bien la circonscription de Châteauguay, qui sont dans la région, mais qui sont des bons bâtiments, puis que oui, sont quand même très, très beaux puis très accueillants pour les citoyens. Ouais. Je suis déjà à mi-mandat, c'est quand même fou, hein? Ça fait déjà 2 ans que je représente mon monde à Québec. Ça a passé vite. En fait, à Québec, je sais qu'on pense que tout est long et lourd, mais quand on est à Québec, quand on le vit, ça passe vraiment un éclair. Fait que moi, je suis extrêmement fière du travail qui est fait à Québec, mais je suis surtout fière aussi de tout ce qui se passe dans la région aussi. Il n'y a jamais eu autant d'investissements ici à Châteauguay, puis je veux dire dans la circonscription de Châteauguay. Donc, je trouve ça impressionnant. Je trouve ça impressionnant comment les nouveaux projets aussi prennent vie. Puis oui, il y en a beaucoup, c'est aussi grâce au gouvernement. Donc, non, je suis vraiment fière. Depuis 2 ans, là, ça se bouscule tellement qu'il y a de projets. CDC Roussillon, avec le comité Logement Rive-Sud et ses partenaires, on fait tout un avant-midi de mobilisation sur le droit au logement. On sait que la crise du logement affecte grandement l'ensemble de notre territoire, autant la MRC de Roussillon que Jardin à Pierreville. Donc, on s'unit aujourd'hui, petit comité organisateur, pour créer un événement de solidarité et de mobilisation citoyenne. Donc, ce qu'on souhaitait faire, c'est tout le monde ensemble, en collectif, on découpe des carrés bleus. Donc, le carré bleu qui devient le symbole du droit au logement, le symbole de cette solidarité-là envers les personnes qui vivent toutes sortes de difficultés à avoir accès à un logement. Et on démontre de cette manière-là que les citoyens sont préoccupés par cette réalité-là et qu'il y a beaucoup à faire. Et donc, tout le monde est concerné, en fait. Pour nous, c'est un événement important dans le sens que un symbole fort comme ça est vraiment porteur. C'est un symbole qui a le potentiel de faire parler de l'enjeu à des personnes qui peut-être, dans d'autres circonstances, n'en auraient pas parlé. Peut-être juste un exemple, moi j'ai des collègues qui le portent déjà et qui se font interpeller dans leur vie de tous les jours pour dire c'est quoi le carré bleu. Ça leur permet d'en parler, des enjeux puis des solutions qu'on propose, tu sais, que ce soit des règlements municipaux pour les locataires, que ce soit du logement social, ça nous permet de les aborder. D'ailleurs, dans le cadre de cette campagne-là,
On a produit un document pour démontrer à quel point la crise du logement affecte autant les familles, les jeunes, les personnes aînées, les personnes en situation de handicap, les personnes immigrantes. Donc, on a voulu documenter dans cette trousse-là toutes les informations pour démontrer que tout le monde est concerné. Cette campagne-là, à terme, on veut mobiliser plus de gens. On veut que les besoins en logement, les solutions pour ce qui est de la crise du logement soient dans la tête et dans les esprits de tout le monde. Et que tout le monde puisse en parler, tout le monde soit un porte-parole de ces besoins-là pour que nos élus, les gens qui sont en position de faire quelque chose, mais ça leur impose, ça soit imposant en quelque sorte. S'ils voient que la plupart des gens sont conscients des problèmes de la crise du logement, que la plupart des gens sont conscients que les solutions passent notamment par un investissement massif en logement social, bien, on peut se dire qu'éventuellement, les élus le feront. L'idée du symbole du carré bleu a émergé en fait d'une projection qu'on a fait en collectif, encore une fois, en février dernier. Donc, on a fait la projection du documentaire Ma cité évincée. Dans ce documentaire-là, il est question de locataires du manoir La Fontaine qui sont à risque, qui sont menacés d'éviction, en fait. Et ils utilisent des bâches bleues pour inscrire des revendications, les afficher, les suspendre à leur balcon, donc pour vraiment témoigner de leur mécontentement et de leur déception dans cette situation-là. Mais aussi la bâche bleue, bien, c'est tout le symbole des personnes en situation d'itinérance qui, souvent, bien, c'est le dernier abri, le dernier refuge. Ils se couvrent avec une bâche bleue. Donc, on a voulu récupérer ce matériel-là et donc le découper en petits carrés qui est utilisé, affiché, épinglé sur le cœur de tout le monde pour démontrer qu'on est solidaire de cette réalité-là. Nous, on a été dépassés par les demandes. Là. On a été complètement dépassés par les demandes qui viennent des locataires, mais aussi des demandes qui viennent des territoires périphériques en autres, des demandes de partenariat avec des organismes sur le territoire qui maintenant s'intéressent au logement parce que plusieurs organismes aujourd'hui s'intéressent parce que leurs usagers sont aux prises avec ces problèmes-là. Donc, on a été dépassés par les événements. Il a fallu qu'on prenne des mesures pour s'assurer qu'on gardait en tête notre mission qui est de répondre aux locataires, mais aussi de les mobiliser. Donc, ça nous a impacté. Puis, on continue à travailler fort pour s'assurer qu'on fait parler de l'enjeu, puis notamment cette initiative-là qui passe avec des partenaires très importants, là, notamment la CDC du Roussillon. C'est ce genre de choses qu'on a vraiment besoin au comité logement, là, de faire des choses en collaboration avec d'autres organismes et qu'on le voit avec des gens qui vivent les problèmes. Une journée comme aujourd'hui, pour nous, c'est ce message-là qu'on transmet. Ça affecte tout le monde, puis on a un pouvoir d'agir comme citoyen. On a la possibilité de poser une action concrète qui est toute simple, de porter le carré bleu et de signifier à l'ensemble de notre communauté qu'on est préoccupé par cette réalité. C'était tout pour l'actualité de cette semaine. Rendez-vous sur notre site Internet pour réécouter toutes les émissions d'actualité que vous avez manquées. Ça a tout le temps été quelque chose que j'ai eu de la misère avec ça. Surtout dans mes études au primaire, on a découvert que c'était pas nécessairement un déficit d'attention, mais que c'était de l'anxiété qui causait mon comportement, qui pouvait des fois peut-être déranger mes camarades de classe, malgré que dès que je suis sur un projet, je continue puis que j'aime ça faire ça, tu sais, tout simplement. Je pense que l'anxiété, c'est quelque chose que tout le monde peut avoir, que ne devrait pas avoir honte d'en parler. Puis moi, je le vis dans mon quotidien depuis ma 4e année.